Pourtant, la vision révolutionnaire de Cheikh Rachid Al Maktoum allait transformer cette petite île en l'une des principales attractions touristiques du monde en l'espace de 50 ans seulement. Maktoum avait compris que la quantité de pétrole découverte, bien que suffisante pour créer de la richesse, était inférieure à celle des Émirats environnants. Il savait que le pays ne pouvait pas devenir dépendant de cette ressource. Il a donc décidé d'utiliser les revenus du pétrole pour développer la ville en augmentant le tourisme et les services financiers. Cette idée a attiré des millions de personnes du monde entier, dépassant en nombre la population locale, qui ne représente aujourd'hui plus que 5% de la population totale de Dubaï. Les immigrants ont été attirés par la facilité des lois fiscales et les millionnaires du monde entier ont commencé à installer leurs entreprises à Dubaï, ce qui a contribué à la croissance rapide de la ville, dont le PIB a augmenté de 13% par an entre 2000 et 2005. Avec le temps, l'économie de la ville s'est diversifiée et aujourd'hui, le pétrole ne représente plus que 1% de l'économie, tandis que le tourisme en représente 20%, ce qui en fait la 4e destination la plus populaire au monde. Cela a permis à Dubaï de ne pas dépendre de marchés économiques instables tels que le pétrole. Par conséquent, afin de s'éloigner le plus possible de l'instabilité du pétrole tout en produisant une source d'énergie plus économique et plus durable, Dubaï a annoncé que 44% de son énergie serait produite à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2050, ce qui augmentera l'efficacité énergétique de la ville de 40%. Accueillant des millions de touristes chaque année, le tourisme est l'un des principaux moteurs de l'économie de Dubaï. Le secteur du tourisme a généré à lui seul 28 milliards de dollars avant la pandémie. Mais tout n'est pas le reflet de l'organisation économique qu'a connue la ville, et les choses sont bien différentes en coulisses. Malgré son aspect extérieur, Dubaï est loin d'être une ville moderne. À l'intérieur des frontières des Émirats arabes unis, le pays est régi par une politique non démocratique et par la charia. En 2021, l'histoire de Sheikha Latifa, la fille du souverain de Dubaï, a choqué le monde. Celle-ci avait été enlevée sur ordre de son père et retenue prisonnière. L'affaire a été révélée par la BBC, qui a révélé des vidéos secrètes de la jeune fille en supposé isolement. En 2000, sa sœur Shamsa a subi les mêmes conditions d'enfermement. Et, à ce jour, on ignore ce qu'elle est devenue, alors que Latifa jouit d'une apparente liberté depuis les répercussions de l'affaire. Régis par des lois absurdes du point de vue de l'Occident, les touristes finissent par être arrêtés pour des situations telles que toucher une personne, partager des moments intimes en public, comme s'embrasser, ou poster une critique du pays sur Twitter. En 2013, une affaire a eu des répercussions importantes dans le monde entier. La Norvégienne Marte Deborah Dallel a signalé un viol, mais sur les conseils d'un collègue de travail qui lui a dit qu'il serait difficile de prouver l'acte criminel, elle a affirmé qu'il s'agissait d'un acte consensuel, afin de pouvoir quitter le pays. Elle a toutefois été condamnée à 16 mois de prison. Elle était accusée d'avoir faussement dénoncé un viol, d'avoir bu de l'alcool et d'avoir eu des relations sexuelles en dehors du mariage. L'affaire a suscité l'attention des médias du monde entier et elle a finalement été acquittée. Mais à Dubaï, les étrangers ne sont pas les seuls à subir de telles représailles. Le gouvernement des Émirats arabes unis est une dictature oppressive qui a déjà été dénoncée par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme pour ses politiques répressives à l'encontre des opposants et des personnes critiquant le gouvernement. Sa population n'a pas droit à la liberté d'expression et les journalistes, les activistes et les universitaires sont condamnés injustement pour avoir désobéi aux ordres du gouvernement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quiconque voit les gratte-ciel de Dubaï construits en plein milieu du désert ne se pose guère de questions sur leur façon de voir le jour. Dans un article paru en 2009 dans le journal brésilien Folha de São Paulo, le journaliste Johan Hari raconte l'histoire de San Al-Monir, originaire du Bangladesh, à qui un agent a proposé un emploi à Dubaï. Persuadé de pouvoir gagner plus qu'il ne gagnait dans sa ville natale, il a décidé de partir avec sa famille dans l'espoir d'une vie meilleure. Une fois sur place, on lui a confisqué son passeport et il a découvert qu'il allait travailler 14 heures par jour dans le désert et qu'il serait moins bien payé que ce qui lui avait été promis. Il devra également rembourser la dette du voyage à l'agence, qui durera au moins 2 ans. N'ayant aucun moyen de rentrer chez lui, il n'a pas eu d'autre choix que de travailler. Le dortoir dans lequel il dorme n'a ni climatisation ni ventilateur, sent les excréments et est infesté de moustiques.
Ils transportent des briques et de lourds blocs de ciment sous un soleil de plomb et déclarent qu'ils ne urinent pas pendant plusieurs jours en raison de la quantité de sueur qu'ils produisent pendant la journée. S'ils tombent malades et manquent de travail, leur salaire est déduit. De plus, de nombreuses entreprises de construction ont quitté Dubaï après la récession de 2008, laissant beaucoup d'ouvriers sans passeport. Celles qui sont restées n'ont pas payé les salaires pendant des mois. En 2005, le consulat indien a enregistré la mort de 971 Indiens à Dubaï. L'ONG Human Rights Watch affirme que ces décès sont dus à la chaleur, au surmenage et au suicide, mais qu'ils sont dissimulés par les entreprises. Bien que ce rapport date de près de 15 ans, la situation n'a pas du tout changé. L'un des événements les plus importants à Dubaï et dans le monde, Expo Dubaï, qui réunit des personnes du monde entier pendant 6 mois, tous les 5 ans pour discuter d'innovation, de technologie, de culture et d'autres sujets importants, a subi une véritable mise à nu lors de sa dernière édition. C'est le nom d'un document lancé par ICADEM, une organisation caritative qui lutte pour les droits de l'homme et du travail. Le nom choisi fait le lien entre le nom de l'événement et le mot anglais « expose ». Très courageusement, ICADEM a lancé un rapport de 40 pages à l'occasion de l'exposition universelle dénonçant les mauvaises pratiques de travail dans les Émirats arabes unis, principalement dans la ville de Dubaï. Le document expose les conditions épouvantables des travailleurs, dont la plupart sont des immigrés, même à l'expo elle-même. Le document réaffirme les accusations d'exploitation et souligne l'endettement forcé auquel les travailleurs sont soumis pour entrer dans le pays, bien qu'il s'agisse d'une pratique illégale aux Émirats arabes unis. Selon le document, 37% des travailleurs interrogés à l'Expo 2020 ont rapporté 3 situations ou plus, indiquant un travail forcé, et 20%, 5 ou plus, où 83% ont dit avoir payé des frais de recrutement et n'ont pas été payés à temps ou pas du tout. La situation s'est encore aggravée pendant la pandémie, lorsque les salaires, déjà bas, ont été réduits de 75%. Et certains de ces travailleurs signent un contrat de travail sans savoir ce qui y est écrit, puisqu'ils sont contraints de signer sans que le document soit traduit dans leur langue maternelle. Le document met également en lumière les préjugés et la xénophobie. Un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de discrimination sur leur lieu de travail. Un immigrant pakistanais a déclaré que les Asiatiques étaient les plus discriminés. Oui, il y a beaucoup de discrimination lorsqu'il s'agit de répartir la main-d'œuvre. Les Asiatiques se voient confier les tâches lourdes et les plus mauvais salaires, tandis que les Européens et les Arabes se voient confier des tâches plus légères et des salaires élevés. Les Asiatiques sont les premiers à perdre les emplois pour lesquels ils ont travaillé si dur. Bien que la question ait été inscrite à plusieurs reprises à l'ordre du jour de l'Expo 2020 et que le gouvernement ait promis des inspections au sol et des efforts redoublés pour lutter contre ce type de travail, de nombreux experts estiment que les propositions d'action avancées par le gouvernement sont loin d'avoir changé la situation. Si vous pensez que la situation à Dubaï ne peut pas être pire, vous devriez connaître celle-ci. Considéré comme l'endroit le plus extravagant du monde, Dubaï abrite le Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde avec ses 828 mètres et ses 160 étages, et est considéré comme le cœur et l'âme de la ville. Qui aurait pu penser que le cœur et l'âme de la ville la plus moderne du monde ne serait pas équipé d'un système d'égout? Mais pourquoi créer un système d'égout pour le plus haut bâtiment du monde? Il y a quelques années, une vidéo montrant une immense file de camions se rendant au traitement des eaux usées à Dubaï a fait le tour du monde, suscitant la question suivante. Pourquoi une ville considérée comme la plus moderne du monde souffre-t-elle de quelque chose d'aussi trivial? Attirés par l'emploi et les avantages fiscaux, des milliers d'immigrants arrivent dans la ville, dont beaucoup viennent d'Inde et du Pakistan pour travailler. La ville a connu une croissance de 300% en 7 ans, à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Depuis, elle n'a cessé de croître. À titre de comparaison, il n'y avait qu'un seul gratte-ciel dans la ville en 1990. Aujourd'hui, il y en a plus de 400. Avec cette croissance accélérée, il est devenu difficile pour la ville de suivre en termes de structure. Et bientôt, le système d'égout de la ville n'a pas pu faire face à la quantité d'eau usée produite. En 2010, l'unique système de traitement des eaux usées de la ville était 2 fois plus sollicité que prévu. En conséquence, les nouveaux gratte-ciel ont dû trouver une autre solution pour évacuer leurs eaux usées. Le Burj Khalifa, avec toute son ampleur,
peut produire à lui seul 15 tonnes d'eaux usées par jour. De plus, la construction du bâtiment s'est déroulée pendant une période sombre pour Dubaï. En 2009, la ville a été frappée par la récession provoquée par la crise de 2008 qui a secoué le monde entier. Avec une dette de 58 milliards de dollars et l'obligation d'emprunter de l'argent à la Banque centrale d'Abu Dhabi pour la rembourser, la ville aux 1001 lumières semblait sur le point de sombrer. Pour sortir de cette situation, le gouvernement a décidé d'attirer les touristes. La construction de la Burj Khalifa a donc été accélérée et le problème du système d'égouts a été mis de côté. Les responsables des travaux, sachant que le réseau d'égouts de la ville ne pouvait pas faire face à la charge supplémentaire provenant du bâtiment, ont trouvé plus facile de décharger toutes les eaux usées dans des camions et de les transporter vers des stations d'épuration situées à l'extérieur de la ville. D'autres projets ont suivi. Cela a conduit à une accumulation de camions remplis d'eau usée dans les rues de Dubaï. Mais avec autant de camions et des rapports faisant état d'une attente de 24 heures pour décharger le camion, certains chauffeurs ont commencé à déverser les déchets dans des endroits inappropriés ou simplement au milieu du désert et de la mer, causant ainsi des problèmes environnementaux et une contamination de l'eau. En 2019, le gouvernement a annoncé un projet d'1 milliard de dollars pour résoudre le problème des eaux usées. Le projet consiste à construire d'immenses tunnels imitant le système des grandes métropoles et devrait être achevé d'ici 2025. Mieux vaut tard que jamais. Il est temps de se préoccuper d'une chose qui ne montre pas sa puissance, mais qui est essentielle à la survie quotidienne de ses habitants. Que pensez-vous de Dubaï ? Laissez un commentaire ci-dessous pour découvrir ce que les gens en pensent. C'est tout pour cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure.